Si tu n'as pas encore vu les vidéos 1, 2, 3 et 4, clique ici pour les découvrir. Si mes vidéos te plaisent, like et abonne-toi. Quelle morale découle de la théorie de l'évolution ? Est-ce que cette vision du monde correspond à la réalité humaine et à la réalité biologique du monde vivant ? C'est ce que nous allons voir dans ce dernier volet de la série où j'analyse les impossibilités de l'évolution dans la simulation Serena. En parcourant les millénaires sur Serena, on fait la rencontre de créatures de plus en plus différentes, parfois presque absurdes d'aspect, et qui peuvent nous sembler, au final, un peu tirées par les cheveux. Quand on regarde ce machin, ou celui-ci, ou celui-là, on se dit que c'est une jolie expérience de pensée, mais que Serena n'est malgré tout rien de plus qu'un excès de créativité de son auteur, qui s'amuse à accentuer des déviations génétiques trop importantes pour être réaliste. Alors l'auteur de Serena accentue des déviations génétiques et il a des excès de créativité. Toutes ces transformations qu'on a vues sont donc orchestrées par une intelligence. Ici, on vient de nous révéler qu'en réalité, on n'est pas en train de regarder une vidéo de vulgarisation scientifique de la théorie de l'évolution, puisque l'évolution est censée se produire par hasard et sans aucune intelligence ni aucune volonté derrière. Ici, en réalité, on regarde un film d'animation fictif qui met en scène une sorte de dieu savant fou qui s'amuse à remodeler des créatures à sa guise. Difficile de faire plus éloigné de la science, et difficile de faire plus trompeur comme vidéo, surtout que notre auteur dans sa description nous dit bien que son travail est une vulgarisation. Et quand on regarde les commentaires, on y voit des professeurs de sciences qui vont diffuser ce film à leurs élèves en classe pour leur expliquer la théorie de l'évolution. Donc faites attention à vos enfants, parce qu'à l'école, c'est ça qu'on leur met dans la tête. Et c'est sur cette idéologie qu'ils vont se construire. Et puis, on se souvient finalement que c'est exactement ce qui s'est passé chez nous. Comment ça ? Dieu existe ? Et c'est un savant fou qui fait des expériences sur nous ? Un Dieu qui aurait des excès de créativité ? Comment ça, c'est exactement ce qui s'est passé chez nous ? Est-ce qu'il va nous exposer une nouvelle théorie créationniste de l'évolution ? Les évolutionnistes ne se soucient même pas de leur crédibilité ou de si ce qu'ils disent est vrai ou faux, parce qu'à partir du moment où ils se disent évolutionnistes, ils peuvent raconter n'importe quoi. Ce sera jamais critiqué par les autres évolutionnistes parce que ça porte l'étiquette théorie de l'évolution. Pourtant, moi je parle énormément avec eux et je peux vous dire qu'ils ont énormément de désaccords entre eux sur les mécanismes et les interprétations de leurs théories. Il existe des tas de versions de l'évolutionnisme et il n'existe pas de vision unifiée. Ils sont tous dispersés, mais vous ne le savez sûrement pas tellement ils ne se remettent jamais en question les uns les autres et tellement ils sont discrets là-dessus. Mais alors, dès qu'une critique extérieure apparaît, ils sautent dessus tout de suite et c'est toujours ce même refrain. T'y connais rien, t'as rien compris au fonctionnement de l'évolution, renseigne-toi, c'est pas ça qu'on dit, etc. Par contre, si cette même idée est affirmée par un autre évolutionniste, mais sans être critiquée, là, il n'y a plus d'opposition, mais des louanges, parce qu'ils fonctionnent comme une secte. En fait, sans même parler des ancêtres communs aux primates ou aux mammifères, il s'est même passé chez nous nettement plus impressionnant. Sans parler des ancêtres communs. C'est dommage ça, justement, on aurait bien aimé qu'il en parle de ces fameux ancêtres communs, qui sont censés être une preuve de l'évolution. On aimerait bien savoir de qui il s'agit concrètement. Quels sont ces ancêtres ? Sur quoi les évolutionnistes se basent pour les identifier ? Quelles sont les preuves observables de ça ? Est-ce qu'on peut les vérifier ? Où ? Mais évidemment, on ne nous donnera jamais de nom, ni rien de concret, car ces ancêtres communs n'existent qu'en théorie, dans l'imagination débordante des évolutionnistes. On vous répète sans cesse que l'homme et le singe ont un ancêtre commun, mais on vous ne dit jamais lequel, ni comment les évolutionnistes auraient prouvé un lien de parenté entre eux, ni comment on peut le vérifier par nous-mêmes. Ça, c'est une spécialité des évolutionnistes. Affirmer que l'évolution est un fait indiscutable, une vérité absolue, sans jamais expliquer comment tout ça aurait pu se produire biologiquement, et sans jamais présenter la moindre preuve concrète, et aussi en restant toujours très flou sur qui sont les ancêtres et les évolutions. Mais continuons quand même si depuis le début de la vidéo,
on n'a encore entendu que des histoires imaginaires et toujours pas de science. Puisqu'il a existé, il y a 3 à 4 milliards d'années sur Terre, l'une des créatures appelée Luca, l'ancêtre commun de toutes les formes de vie qui peuplent notre planète aujourd'hui. Toutes. Ce petit machin dans sa flaque, c'est l'ancêtre de toute la vie qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà encore une histoire présentée comme un fait, mais c'est toujours l'histoire sans preuve. Faites attention, l'histoire des sciences nous a déjà montré que l'autorité ou le consensus ne remplace pas la démonstration. Une idée, même largement acceptée, doit pouvoir être questionnée librement, sans peur ni préjugés. C'est ce que l'expérience de Milgram a bien illustré. Des volontaires sont allés jusqu'à accepter d'infliger de fortes décharges électriques à d'autres personnes simplement parce qu'un homme en blouse blanche, symbole de la science, leur en donnait l'ordre. C'est exactement le même mécanisme que l'on retrouve avec la théorie de l'évolution. Elle est présentée au grand public comme une vérité établie et non contestable par la science et par l'autorité du consensus. Alors les gens l'acceptent, sans la remettre en question. Donc, c'est moi qui vais vous l'apprendre, puisque notre auteur ne le précise pas. Aucune preuve tangible ne permet d'affirmer que Luca serait l'ancêtre universel de tout le vivant. Car Luca est une histoire imaginée, c'est une cellule hypothétique, une construction purement théorique, mais présentée comme étant la vérité. Mais encore une fois, sans aucune preuve. Alors gardons notre esprit critique et examinons les faits avant d'y croire simplement parce que ça viendrait de la science. Et regardons de plus près l'histoire de notre prétendu arrière-grand-père. Il n'existe évidemment aucun fossile ni aucune trace de Luca. Examinons donc les raisons pour lesquelles les évolutionnistes affirment l'existence de cet organisme. Premièrement, le code génétique universel. Voilà ce qu'ils affirment. Toutes les formes de vie connues utilisent le même code génétique, les mêmes 4 bases ADN, les mêmes 20 acides aminés, le même système ribosomal. Jusque-là, c'est vrai. En gros, le code génétique est l'ensemble des instructions contenues dans l'ADN, qui sont écrites avec 4 lettres A, T, C, G. Les cellules lisent ces lettres par groupe de 3, appelés codons. Chaque codon correspond à un acide aminé, qui est comme une brique servant à construire une protéine. Ensuite, la cellule assemble toutes ces briques dans le bon ordre pour fabriquer la protéine. Et le ribosome, c'est la machine qui lit ce code et assemble les briques. Mais ensuite, ils affirment que cette similarité, donc je la rappelle, toutes les formes de vie connues utilisent le même code génétique, les mêmes 4 bases ADN, les mêmes 20 acides aminés et le même système ribosomal. Cette similarité est tellement improbable par hasard qu'elle suggère un ancêtre commun. Et là, c'est de l'interprétation orientée. Voilà donc sur quoi repose l'arbre généalogique absurde qu'on nous impose à tous, des ressemblances. Il juge que cette similarité génétique entre les espèces est improbable par hasard. Donc, ça voudrait forcément dire que toutes les formes de vie auraient évolué d'un ancêtre commun. L'arnaque dans ce raisonnement, c'est qu'ils partent déjà d'un principe prévalidé, celui que tout a été fait par hasard. Celui de l'évolution, en gros. Si je traduis autrement, on pourrait dire « les êtres vivants ont forcément évolué à partir d'un ancêtre commun, puisque c'est l'évolution qui explique l'apparition de la vie. » Alors oui, effectivement, si l'évolution était l'origine de la vie, ce serait logique de penser qu'on a tous évolué à partir du même truc. Sauf que dans leurs hypothèses sur les origines de la vie, ils n'ont pas pris en compte l'autre option, à savoir que l'apparition de la vie ne serait pas due au hasard, donc à l'évolution, mais à la volonté et à l'action d'un créateur intelligent. Et dans cette vision créationniste des origines de la vie, l'explication de cette ressemblance frappante du code génétique, commun à toutes les espèces, devient limpide. Et cette hypothèse d'un ancêtre commun ne sert plus à rien, parce que dans cette vision du monde, Dieu, le créateur de tout le vivant, a simplement utilisé la même palette de matières vivantes pour créer toutes les espèces. Et oui,
Dieu a créé la vie avec diversité et similarité. La construction similaire du code génétique du monde vivant n'implique absolument pas que ce code est le fruit du hasard. Une structure commune ne signifie pas forcément une origine commune par évolution. Elle peut tout aussi bien refléter un choix cohérent de conception. Par exemple, le choix de la forme ronde avec un manche, des casseroles et des poêles, commune à toutes les cuisines partout dans le monde, est dû à un choix pratique pour cuisiner, pas parce qu'elles descendent toutes d'un même outil originel. Lorsqu'un ingénieur ou un architecte crée plusieurs objets, il réutilise les meilleurs matériaux et les schémas les plus efficaces. Pourquoi un créateur ne ferait-il pas de même avec ses créatures ? Est-ce que les évolutionnistes croient que si Dieu a tout créé, tous les êtres vivants devraient être tous 100% différents les uns des autres, sans aucun élément commun, sans aucune molécule partagée, aucune génétique similaire ? Une seule espèce aurait des yeux, mais aucune autre. Une seule serait faite avec des cellules, mais aucune autre. Une seule espèce serait faite à partir d'un code génétique, une seule autre à partir d'un ruban atomique, une seule autre avec de la poudre énergétique ou je sais pas quoi, et tout ça pour chaque espèce ? Ah, le cerveau évolutionniste, il ne voit les choses que par le prisme de l'évolution et ne se conçoit pas d'extérieur. Et leur logiciel mental leur complique tellement la vie. Ensuite, deuxièmement, les gènes partagés par toutes les formes de vie. Voilà ce qu'ils affirment. Les chercheurs ont découvert qu'il existe un noyau commun de 350 à 500 gènes que l'on retrouve chez tous les êtres vivants, bactéries, archées et eucaryotes, c'est-à-dire les animaux, les plantes et les champignons, et qui sont essentiels à la vie, comme les gènes qui construisent les protéines, ceux qui traduisent le code génétique en instructions pour les cellules, etc. Jusque-là, c'est vrai. Il y a bien un noyau commun de gènes qu'on retrouve chez toutes les espèces vivantes. Ça, c'est une observation indéniable. Mais ensuite, ils interprètent. Et là, ça va plus. Ils disent que, comme ces gènes sont présents chez tous les êtres vivants, la meilleure explication est qu'ils étaient déjà présents dans leur ancêtre commun, Lucas. Leur raisonnement tourne en rond. Ils disent que ces gènes viennent de Lucas, mais la seule raison de l'affirmer, c'est qu'ils partent déjà du principe que Lucas existait. Donc ils utilisent leur conclusion comme preuve. C'est ça un raisonnement circulaire. Et en plus, ils affirment que c'est la seule explication possible, comme des gros dictateurs de la pensée. Et comme ils n'ont pas la capacité d'imaginer dans leur raisonnement que la vie aurait pu être créée par un être intelligent, moi, je vais vous exposer l'autre vision. Dieu, le Créateur, en créant toutes les espèces, leur a donné des gènes indispensables à la vie, qui servent à respirer de l'oxygène, boire de l'eau, manger, se reproduire, dormir, faire fonctionner les cellules, etc. Donc le fait que toutes les créatures aient ces gènes vitaux en commun n'a rien de surprenant, c'est normal, car sans ces gènes vitaux, aucune créature ne pourrait respirer, manger, boire, etc., en gros survivre. Et même au-delà des fonctions vitales élémentaires, il y a beaucoup d'espèces qui partagent des points communs dans leur conception génétique. Les hommes et les singes ont des mains, avec un pouce opposé, des sourcils mobiles et une organisation osseuse similaire. C'est donc normal de retrouver ces similarités dans leur code génétique, puisque toutes ces informations sont inscrites dans le code. Les dinosaures théropodes et les oiseaux sont des bipèdes et ont des os poreux. Les quadrupèdes marchent tous sur 4 pattes. Les mammifères terrestres et les mammifères marins sont tous des mammifères, etc. Donc, oui, en comparant la génétique des animaux qui se ressemblent, on trouvera toujours des points communs, c'est normal. Et ça ne prouve en rien l'évolution, ça prouve juste qu'ils ont des points communs. Une autre raison qui fait affirmer aux évolutionnistes l'existence de cet organisme, donc Lucas, c'est, troisièmement, l'arbre phylogénétique. Voilà ce qu'ils affirment. En comparant des milliers de séquences génétiques, on peut construire un arbre de la vie. Pour construire un arbre phylogénétique,
Les scientifiques comparent les séquences d'ADN ou de protéines de milliers d'espèces. Ils mesurent les similarités et différences. Plus les séquences sont proches, plus les espèces sont proches dans l'évolution. Et c'est encore un raisonnement circulaire. On prend l'évolution pour prouver l'évolution. Penchons-nous sur cet arbre 2 minutes. Chaque être vivant a de l'ADN, composé de séquences de 4 lettres A, T, C, G, arrangées dans un ordre unique. En comparant ces séquences entre différentes espèces, on peut déterminer lesquelles se ressemblent le plus. Plus 2 espèces partagent de lettres identiques, plus elles sont considérées comme proches dans leur famille biologique. Moins elles se ressemblent, plus elles sont lointaines dans l'évolution. Par exemple, prenons comme espèce de base le moineau domestique et comparons son ADN avec le vélociraptor. Sa séquence génétique est plutôt proche. Seule une lettre change. On a 5 lettres sur 6 qui sont identiques. Donc, ils sont considérés comme très proches des dinosaures théropodes. Comparons maintenant avec l'ADN du tyrannosaure. On a 4 sur 6 lettres identiques. La parenté est donc considérée comme moyenne. Crocodile, 2 sur 6 lettres identiques. Ils sont considérés comme ancêtres lointains. C'est très simplifié, mais en gros, c'est ça. Une fois qu'ils ont établi les ressemblances entre espèces, ils utilisent des algorithmes informatiques pour relier toutes les espèces par des branches, ce qui forme un arbre. Et en remontant toutes les branches jusqu'à leur origine commune, on identifie le point hypothétique où toutes les lignées convergent, c'est l'UCA. Et c'est logique, si on voit les choses uniquement par le prisme de l'évolution. C'est logique qu'on remonte comme ça à des formes de vie primitives qui n'ont que des fonctions vitales dans leur organisme. Mais le problème, c'est que dans cette conclusion scientifique, il y a un énorme mensonge par omission, un énorme éléphant qu'on a maquillé de la même couleur que le mur. Et si l'évolution, c'était faux? Et s'il y avait une autre explication possible à l'apparition de la vie? Et si les espèces avaient été créées telles quelles par un créateur? Ah ça non, c'est pas envisageable dans le milieu scientifique. Et voilà pourquoi on en arrive là. Parce que l'hypothèse d'un créateur est rejetée en bloc. Et comme le consensus scientifique rejette en bloc cette hypothèse, il n'y a plus qu'une seule option, imposer l'évolution. Et le deuxième problème, c'est que cette conclusion de l'ancêtre commun est inventée de toutes pièces et ne repose sur rien de concret. Ce n'est pas parce qu'il existe des ressemblances génétiques entre les espèces que les espèces ont évolué. La conclusion ancêtre commun et évolution, c'est seulement l'interprétation évolutionniste de ces ressemblances génétiques. Mais en réalité, rien ne permet d'affirmer de façon concrète et observable que toutes les formes de vie auraient évolué d'un ancêtre commun. Rien du tout. L'évolution n'a jamais été prouvée ni observée. L'évolution n'est qu'une histoire qui se base sur des interprétations préorientées de scientifiques déjà convaincus par leur théorie et qui ne la remettraient pas en question même s'ils avaient la preuve sous les yeux que leur théorie était fausse. Allez, passons au point suivant. Ce petit machin dans sa flaque, c'est l'ancêtre de toute la vie qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'ancêtre des bactéries, des archées, des protistes, c'est l'ancêtre de tous les champignons. C'est l'ancêtre de toutes les plantes. C'est l'ancêtre, enfin, de tous les animaux. De l'iguane marin des Galapagos et des pinsons qui laissent retirer leur tique, du tardigrade, microscopique, quasiment indestructible, qui entre en cryptobiose pour survivre aux températures extrêmes, aux radiations et même au vide spatial, de la baleine et du requin, descendus d'ancêtres radicalement différents mais devenus des créatures aux très nombreuses similarités. Les évolutionnistes ont pour habitude de se moquer des créationnistes, qui disent que Dieu a créé la Terre et toutes les espèces qu'elle abrite telles quelles en 6 jours. Mais il faut quand même réaliser ce en quoi croient les évolutionnistes. Ils nous traitent de fous, mais leur cas, à eux, c'est pire que de la psychiatrie. Ils croient que la vie s'est auto-créée toute seule, à partir de matière inerte, alors que la science a prouvé que c'était impossible, avec la biogénèse. Ils croient qu'une cellule qui se serait auto-créée
pourrait se transformer par hasard en baleine, en banane ou en être humain en des milliards d'années, que les oiseaux sont des lézards mutants, que nous les humains avons des moustiques, des anguilles et des papayes pour ancêtres et pour cousins, il croit que la pensée, la conscience et la parole peuvent apparaître dans la jungle par des mutations génétiques aléatoires, il croit que les arbres ont surgi de terre comme ça à partir de rien, et que les graines de tous les arbres auraient évolué à partir de plantes préhistoriques. Il croit que les fleurs sont les descendantes des arbres, que la Terre s'est autocréée toute seule à partir de poussière spatiale, qui se serait elle-même autocréée toute seule à partir d'une explosion venant de rien, apparue à partir du néant et de nulle part, donc à partir de quelque chose qui n'existe pas. Alors, dans le genre croyance folle, les gars, c'est vous qui gagnez. De l'axolote, doté d'une capacité de régénération hors du commun, qui peut repousser des membres, sa moelle épinière et même des parties de son cerveau. L'axolote, justement oui, ça aurait été très intéressant de s'arrêter sur son cas et de nous expliquer comment cet animal si étrange aurait pu évoluer. Alors on va faire le boulot nous-mêmes. La théorie de l'évolution affirme au sujet des axolotls qu'ils auraient évolué des amphibiens ordinaires il y a des millions d'années, qui auraient eux-mêmes évolué des poissons. Je vais donc vous démontrer en quoi il est impossible que les axolotls aient pu évoluer à partir d'amphibiens classiques, et d'ailleurs à partir de n'importe quelle autre espèce. Et nous allons par la même occasion contempler la merveilleuse ingénierie de Dieu et sa créature stupéfiante. L'axolotl est un amphibien unique en son genre. Il reste à l'état larvaire toute sa vie. On appelle ça la néotonie. Et malgré cet état larvaire, il est tout de même capable de se reproduire. Chez les autres amphibiens comme le tétard, qui devient grenouille à l'âge adulte, la métamorphose transforme tout le corps. Le cœur se réorganise, les poumons remplacent les branchies, les os se solidifient, la peau change et le système reproductif ne devient fonctionnel qu'après cette transformation. Mais l'axolotl, lui, est un amphibien exceptionnel qui ne se métamorphose jamais. Il garde son apparence juvénile et ses branchies externes jusqu'à sa mort. Pourquoi ? Parce que l'hormone qui déclenche la métamorphose des amphibiens classiques, la thyroxine, T4, ne s'active pas chez lui. Chez les autres amphibiens, cette hormone déclenche la transformation vers la vie terrestre et l'âge adulte. Chez l'axolotl, l'activation de cette hormone est génétiquement bloquée, ce qui lui permet de rester aquatique toute sa vie. Et ce qui est fascinant, c'est que cette particularité n'est pas un accident, elle est programmée dans son ADN. On peut d'ailleurs forcer un axolotl à se métamorphoser en lui injectant de la thyroxine. Il devient alors une sorte de salamandre terrestre, mais sa santé se dégrade rapidement car son corps n'est pas conçu pour se métamorphoser. Pourquoi cette absence de métamorphose ne peut pas venir de l'évolution et du hasard ? Premièrement, les branchies. L'évolution par mutation aléatoire est censée se produire pas à pas sur un temps très long et de manière aveugle et chaotique. Or, si une mutation aléatoire, comme par exemple le blocage de la thyroxine, avait un beau jour bloqué la métamorphose d'un amphibien en cours d'évolution vers un axolotl, mais sans modifier le reste du programme, l'animal n'aurait pas pu survivre, car les branchies larvaires des amphibiens classiques sont conçues pour un stade temporaire, pour quelques semaines ou quelques mois tout au plus. Elles sont fragiles, très fines et optimisées pour un échange d'oxygène limité, dans une eau peu profonde, et elles ne sont surtout pas conçues pour durer. Alors, si l'évolution par une mutation aléatoire avait bloqué la métamorphose d'un amphibien vers l'âge adulte, empêchant ainsi la formation des poumons, l'animal aurait dû respirer toute sa vie avec ses branchies provisoires. Résultat, l'animal aurait rapidement souffert d'un manque d'oxygène, d'infection et de déséquilibre respiratoire, le condamnant ainsi à une mort certaine en quelques mois. Il est donc impossible que le blocage de la thyroxine et donc le blocage de la métamorphose des branchies soit la conséquence d'une mutation aléatoire due à l'évolution. Pour être viable et intègre, l'axolotl a dû être créé tel qu'il est dans son état actuel,
avec des branchies robustes, hautement vascularisées, protégées contre les infections, capables de se régénérer et surtout des branchies pleinement fonctionnelles à long terme, programmées telles quelles dans son ADN pour lui permettre de respirer efficacement toute sa vie sous l'eau malgré son état larvaire permanent, ce qui est unique chez les amphibiens. Deuxièmement, les os. Chez les amphibiens ordinaires, les os se transforment complètement lors de la métamorphose. Le squelette change de forme et de fonction. Certains os grandissent, d'autres se reforment, les os cartilagineux deviennent des os solides. Par exemple, la forme de la mâchoire change entièrement pour passer d'une alimentation d'algues à une alimentation d'insectes. La longue queue du tétard se résorbe grâce à des cellules spécialisées qui décomposent, digèrent et recyclent progressivement ces tissus et ces os cartilagineux. Les protéines, les minéraux, l'eau et les nutriments ainsi absorbés par ces cellules sont ensuite réutilisés par le corps pour fabriquer les pattes, les os de ces pattes, inexistants avant la métamorphose, tout comme les os de ses chevilles, des poignets et certains os du crâne. Et en même temps, tous les autres membres se réorganisent pour permettre la respiration aérienne et la vie terrestre. Les os larvaires des amphibiens ne sont eux aussi conçus que pour une durée limitée, quelques semaines ou mois, comme les branchies. Ils sont peu minéralisés, fragiles, cartilagineux, donc mous, avec des articulations immatures et une résistance limitée aux pressions du corps. S'ils devaient durer plusieurs années, ces os se déformeraient, s'useraient ou se casseraient, rendant impossible la survie de l'animal si la métamorphose ne se produisait pas, pour lui donner des os solides et durables. Alors, si l'évolution par une mutation aléatoire avait bloqué la métamorphose d'un amphibien vers l'âge adulte, empêchant ainsi la métamorphose et la création de nouveaux os, l'animal aurait dû vivre toute sa vie avec un squelette fait pour durer seulement quelques semaines ou quelques mois. Résultat, au bout de quelques mois tout au plus, le squelette commencerait à se détériorer puisqu'il est conçu pour une durée limitée, ce qui condamnerait l'amphibien à la mort. Il est donc impossible que le blocage de sa métamorphose soit la conséquence d'une mutation aléatoire due à l'évolution. Pour être viable et intègre, l'axolotl a dû être créé tel qu'il est, dans son état actuel, avec une architecture osseuse parfaitement conçue pour rester à l'état larvaire toute sa vie, et des os larvaires aussi robustes que souples, grâce à une structure épatante, un réseau interne de petits piliers et ponts, un peu comme les poutres dans un bâtiment qui répartissent les forces et empêchent les fractures. Ces os peuvent même s'adapter légèrement. Si l'animal nage beaucoup ou subit des pressions particulières, la structure interne se réorganise pour garder les os résistants et éviter qu'ils ne se cassent. Et même si ces os se cassaient, l'axolotl est conçu avec la faculté extraordinaire de pouvoir reconstituer complètement ses os sans aucune cicatrice. Cette structure osseuse est propre à l'axolotl et évidemment beaucoup trop ingénieuse pour être le fruit du hasard. Et c'est cette conception spéciale de piliers et de ponts flexibles qui permettent aux os larvaires de l'axolotl de rester fonctionnels et résistants durant toute sa vie, contrairement aux os temporaires des autres amphibiens qui ne sont pas conçus, eux, pour tenir sur la durée. Troisièmement, le système reproductif. Chez les amphibiens classiques, le système reproductif ne se développe pleinement qu'au stade adulte, après la métamorphose. Les organes génitaux, appelés des gonades, donc les ovaires ou les testicules, et les hormones sexuelles telles que la testostérone ou l'œstradiol ne sont activés qu'à ce moment-là, après la métamorphose, ce qui provoque la maturation des gamètes et le déclenchement des comportements reproducteurs. Si l'axolotl était issu de l'évolution d'un amphibien classique dépourvu de système reproductif à l'état larvaire, comment aurait-il pu développer un appareil reproducteur pleinement fonctionnel et optimal tout en restant à l'état larvaire ? Puisqu'il faut la métamorphose à l'amphibien pour qu'il puisse se reproduire. Si une mutation aléatoire avait bloqué la métamorphose d'un amphibien en cours d'évolution, cet axolotl, resté à l'état larvaire, n'aurait donc pas pu se reproduire,
puisque les organes génitaux, les hormones et les instincts reproductifs n'existent pas à l'état larvaire. Résultat, la lignée de l'individu mutant aurait bien vite disparu faute de descendants pour la perpétuer. Il est donc impossible que l'axolotl ait évolué d'un amphibien classique qui aurait eu sa métamorphose bloquée par une mutation aléatoire, puisque c'est justement la métamorphose qui permet aux amphibiens classiques de développer leur capacité à se reproduire. L'axolotl, lui, est pourvu d'un programme génétique sur mesure. Ses organes reproducteurs sont déjà présents et pleinement fonctionnels dès l'état larvaire, et ses hormones sexuelles sont actives. Il est encore plus loufoque d'imaginer que cet animal pourrait être l'évolution de n'importe quelle autre espèce de poisson, tant sa conception est unique, exceptionnelle et impossible à faire fonctionner si tous les éléments ne sont pas présents ensemble dès le début. Alors on pourrait se demander si la thyroxine, cette hormone qui déclenche la métamorphose, ne pourrait pas agir de façon ciblée et n'activer que le système reproducteur sans toucher au reste du corps chez les amphibiens classiques. Mais non, la thyroxine déclenche la métamorphose de manière globale. Cette hormone circule dans tout le corps et affecte tous les tissus. Il n'existe donc pas de métamorphose ciblée, c'est tout ou rien. Seule une espèce, la salamandre tigre, fait exception à la règle et est capable de déclencher une métamorphose partielle. Dans la majorité des cas, les salamandres tigres se métamorphosent, comme tous les amphibiens classiques. Mais la néotonie peut se produire dans des conditions particulières, et ces salamandres peuvent donc rester, comme l'axolotl, à l'état larvaire toute leur vie, tout en ayant la capacité de se reproduire. Mais c'est parce qu'elles possèdent un mécanisme complètement unique et exclusif, totalement absent chez les autres amphibiens. Une plasticité hormonale tissulaire, c'est-à-dire que chacun de ces organes et de ces tissus est programmé au niveau cellulaire et génétique pour réguler de manière autonome sa réponse à la thyroxine, donc cette hormone qui déclenche la métamorphose. Ce mécanisme unique permet au métabolisme de la salamandre tigre de choisir quelle partie de son corps va se métamorphoser en fonction des conditions de l'environnement, contrairement aux organes des amphibiens classiques qui réagissent tous uniformément à l'hormone et qui donnent une métamorphose toujours complète, tandis que chez l'axolotl, la thyroxine n'est jamais libérée, empêchant toute métamorphose. On pourrait aussi penser que finalement l'évolution ça existe, puisqu'il existe des métamorphoses où on observe directement des évolutions. Mais justement non. Ce qui est fascinant chez les amphibiens, c'est qu'on peut constater une métamorphose drastique, spectaculaire, une transformation radicale de tout leur corps, mais c'est parce qu'ils sont génétiquement conçus comme ça. Leur métamorphose est préprogrammée dans leur ADN dès le départ. Chez les amphibiens, l'ADN contient 2 plans complets, celui du tétard et celui de l'adulte. Les organes larvaires, donc du tétard, sont conçus pour être pleinement fonctionnels dans leur état larvaire, tout en préparant progressivement la transition vers le stade adulte. Lorsque l'hormone thyroxine est libérée, c'est comme si on appuyait sur un bouton. Les gènes correspondant au stade adulte s'activent, tandis que ceux du stade larvaire se désactivent. Les branchies continuent de fonctionner normalement pendant que les poumons se développent en arrière-plan. Au moment précis où les poumons deviennent opérationnels, les branchies se résorbent. Cette coordination parfaite garantit que l'animal ne se retrouve jamais incapable de respirer. Certains amphibiens disposent même d'une respiration cutanée qui leur sert de plan B pendant cette transition délicate. Mais ce processus n'a absolument rien à voir avec l'évolution et avec les mutations aléatoires. Il se produit chez chaque individu, toujours de manière précise, coordonnée et programmée, et systématiquement. La métamorphose est inscrite par nature dans le code génétique de l'espèce. Elle fait partie intégrante du plan biologique de l'animal. À l'inverse, les soi-disant mutations aléatoires ou autres processus de l'évolution touchent un gène à la fois, un individu sur des millions, de façon totalement imprévisible, accidentelle et désordonnée. Ces mutations ne suivent aucun plan, n'ont pas de but,
comme l'a dit l'auteur de la vidéo au début, et ne peuvent pas produire une transformation globale et parfaitement synchronisée d'un individu comme celle qu'on observe lors d'une métamorphose. Une métamorphose d'amphibien ne pourrait pas être le résultat d'un processus évolutif aléatoire, car il faudrait que des milliers, voire des millions de gènes changent simultanément et de manière parfaitement synchronisée avec le reste du plan précis qui définit la nouvelle forme à obtenir pour que l'animal reste viable. Ce ne serait plus de la mutation aléatoire, mais une volonté mise en œuvre. Conclusion. Pour exister tel qu'il est, l'axolotl a dû être conçu précisément tel quel dès l'origine, de même que tous les amphibiens. Les axolotls ont également la capacité extraordinaire de régénérer entièrement un membre perdu. Même leurs yeux, leurs nerfs, leurs os, certaines parties du cerveau, la moelle épinière et même des segments du cœur. Tout ça sans cicatrice et avec une précision structurelle parfaite. Et cette capacité unique peut se répéter tout au long de leur vie. La théorie de l'évolution ne peut en aucun cas expliquer un tel phénomène. C'est biologiquement, anatomiquement, scientifiquement et logiquement impossible que l'axolotl ait acquis ses capacités exceptionnelles par des accidents hasardeux. Sa conception parfaite et sa faculté de régénération unique montrent au contraire qu'il a été conçu dès le départ comme il est, avec une ingéniosité et une précision qui dépassent infiniment tout ce que des processus aléatoires pourraient engendrer accidentellement. Et je pourrais vous faire l'explication pour toutes les espèces qui suivent, mais ma vidéo serait trop longue. Donc si le sujet de la conception intelligente des animaux vous intéresse, je vous invite à aller regarder ma vidéo « L'évolution remise en question par les animaux », où j'explique pour quelques espèces en quoi leur évolution est biologiquement inconcevable. Le lien est en description. Du coucou gris, qui déposé par sa mère dans le nid d'un autre oiseau, se débarrasse de sa compétition, du serpent volant, de la seiche, de la crevette menthe, du faucon pèlerin, de l'éléphant, du chimpanzé, de l'humain. Notre ancêtre, et l'ancêtre de toute la vie qui nous entoure, c'est ce petit bout de machin flottant. Toujours aucune preuve, que des affirmations. Les blouses blanches l'ont dit. Votre arrière-grand-père est une cellule flottante. Et d'ici 100 millions d'années, vos arrière-petits-enfants auront sûrement changé d'espèce. Peut-être qu'ils seront devenus des mouches aquatiques ou des poulpes volants. Ah, vous trouvez ça ridicule ? Pourtant, si vous croyez à la théorie de l'évolution, vous croyez à ça. En réalité, cette vision évolutive du monde est bien plus qu'une simple théorie. C'est un récit qui éloigne l'homme de son créateur. Car si nous croyons que la vie est apparue par hasard à partir de matière inerte et que toute la diversité du vivant serait le fruit de multiples mutations aveugles et de luttes pour la survie, alors comment croire en un Dieu bon, attentif et aimant ? Impossible. Au mieux, on imagine un Dieu indifférent, hautain et lointain, mais certainement pas un Père bienveillant qui nous a fait, qui nous connaît et qui nous aime. Mais heureusement, la théorie de l'évolution est fausse. Vous n'êtes pas un accident. Dieu vous a désiré, vous, personnellement. Il a créé votre âme, et il a créé l'espèce humaine en tant qu'espèce humaine. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, non pas comme une bactérie qui aurait évolué, mais comme un véritable humain, capable de vérité, d'amour, de liberté et de relation avec lui. La théorie de l'évolution n'a rien à voir avec Dieu, ni avec la réalité. C'est une invention mensongère et perverse qui détourne l'homme de sa véritable origine et qui voudrait lui faire croire à un monde atroce où les êtres vivants ne seraient que des proies ou des prédateurs, des mutants instables, toujours en cours de construction, obsédés par la satisfaction de leurs besoins primaires et gouvernés par la loi du plus fort. Ce qui met dans la tête de l'homme que son rôle dans ce monde, c'est d'être lui aussi une proie ou un prédateur, destiné à assouvir ses besoins primaires et utilitaires pour survivre, et basta. Car dans le monde que décrit l'évolution, ce que nous voyons n'est que le fruit d'accidents qui ont survécu. Dans ce monde, l'inutile, ce qui ne sert donc pas à la survie, est voué à disparaître sous le joug de la sélection naturelle, puisque ça ne sert à rien. Dans ce monde, il n'y a aucune place pour la beauté gratuite,
car selon l'évolution, même les couleurs, les dessins et les pelages des créatures ne sont pas là pour émerveiller, mais pour la survie, c'est utilitaire. Selon la théorie de l'évolution, les hommes de demain, s'ils sont encore des êtres humains, seront les pires ordures triées parmi les pires, car pour réussir dans ce monde où c'est la loi du plus fort qui règne, il faut être fourbe, rusé, calculateur et ne pas avoir de scrupules. Ceux qui écrasent les autres pour atteindre leurs objectifs seront récompensés par une société qui valorise le carriérisme et la réussite sociale, car la société humaine ne valorise pas ceux qui ne sont pas conformes à son modèle, elle les réduit au silence. Elle ne valorise pas les faibles ou les handicapés, elle va même jusqu'à les avorter. Elle ne valorise pas ceux qui ne réussissent pas socialement, elle les humilie. Ainsi, les individus les plus ambitieux et calculateurs, ceux qui sauront mentir pour réussir, seront favorisés par la sélection naturelle du monde moderne. À l'inverse, les gens honnêtes, justes, qui osent dire la vérité, se lever contre les injustices, eux seront rejetés et mis sur la croix, comme le monde le fait depuis toujours et comme il l'a fait avec Jésus. Car les bons dérangent le monde et ses affaires. Dans la vision évolutionniste, les humains évolués seront alors une nouvelle espèce toujours plus cruelle, qui deviendront à terme une espèce de pure ordure, peut-être mi-humain, mi-rat, capable de bouffer tout le monde sans aucun scrupule. Mais heureusement pour les justes et pour les faibles, l'évolution est fausse. Dieu n'a pas créé un monde où nous serions voués à disparaître pour laisser la place aux arrivistes. Dieu n'a pas fait un monde pareil. Il a créé un monde beau et harmonieux, où chaque créature possède une place unique, une conception propre et ingénieuse et une raison d'être. Et les humains, couronnement de sa création, sont tous appelés à faire le bien, à prendre soin de ce monde qui nous a été confié, à rejoindre Dieu, les faibles comme les forts, en pratiquant sa loi, qui est celle de l'amour et de la vérité, et non pas la loi du plus fort, car cette loi est celle du diable et de ceux qui ont choisi de le suivre, et cette loi-là mène à la perdition. Qui a évolué exactement de la même manière que les créatures de Serena, en s'adaptant à des contraintes différentes. C'est important de faire la distinction entre évolution et adaptation. Ce sont deux choses radicalement différentes. L'adaptation n'est pas l'évolution. L'adaptation est une réponse génétique cohérente face aux pressions extérieures. Réponse préprogrammée dans le patrimoine génétique d'une espèce, en général réversible, et qui se manifeste de manière systématique chez tous ces individus, comme les oiseaux qui muent pour adapter leur plumage aux saisons, les organes digestifs qui s'ajustent à une nouvelle alimentation, ou les doigts des guitaristes qui se renforcent au contact répété des cordes. L'évolution, ce serait des changements imprévus et aléatoires qui surviendraient une fois sur des millions sur un individu, sans aucune raison ni aucun but et en dehors de tout cadre génétique spécifique à une espèce. Les évolutionnistes jouent sur ce malentendu pour semer la confusion dans les esprits, car l'adaptation, tout le monde la constate. Et comme chacun observe facilement l'adaptation des espèces, certains en viennent à croire que ça suffit à expliquer l'évolution des espèces, alors qu'il s'agit de deux concepts complètement différents. Ces capacités d'adaptation diverses sont inscrites dans le code génétique par nature. L'ADN fonctionne comme un véritable couteau suisse, capable d'ajustements complexes. Certaines espèces en offrent des exemples impressionnants. Les saumons, par exemple, sont capables d'adapter entièrement leur métabolisme selon le milieu où ils se trouvent. Ils fonctionnent différemment en eau douce et en eau salée, selon les périodes de leur vie. Ça, ce n'est pas de l'évolution, c'est juste qu'ils sont conçus comme ça. C'est inscrit dans la nature même de la génétique de leur espèce. L'adaptation à l'environnement est donc bien réelle, mais ce n'est pas de l'évolution. L'adaptation est programmée dans le code génétique et ne crée jamais de nouvelles fonctions ni de nouveaux organes. Où que nous soyons, quelle que soit l'étrangeté des formes de vie qui nous entourent, nous ne sommes entourés que de cousins éloignés. Que l'absurdité de cette théorie va loin. Vous seriez le cousin éloigné d'un pou,
Le pou serait le cousin éloigné de la banane serait une vieille cousine de votre chien serait le cousin éloigné d'une graine de tournesol, qui serait elle-même la cousine d'un calamar géant. Dans quelques années ou quelques siècles, je pense que les générations futures nous verront vraiment comme des gens complètement arriérés, et ils se demanderont comment on a pu avaler des idées aussi insensées. À mon avis, on sera vu comme la génération la plus abrutie de toute l'histoire de l'humanité. Et ce concept, il est déjà agréable à manipuler intellectuellement. En tant qu'idée, c'est plaisant. Mais là où ça devient vraiment magique, c'est quand on arrive à le ressentir. Ne pas simplement le comprendre avec la tête, mais aussi avec le corps. Vous pouvez essayer, peu importe l'endroit, une chambre, un métro, une rue, un jardin, un balcon. On est passé à la méditation transcendantale maintenant. C'est magique, c'est New Age. Mais finalement, est-ce que ce serait pas une religion, l'évolutionnisme, avec ses dogmes et ses prêtres ? Pour comprendre l'évolution avec la tête, déjà c'est compliqué, parce que passer d'une cellule à une baleine à bosse, c'est un peu comme faire rentrer un triangle dans un rond, c'est biologiquement inexplicable et incompréhensible, mais pour le comprendre avec le corps, là il m'a perdu. Il faudrait que je ressente tous mes ancêtres sangliers, poires et poissons des abysses en moi pour vibrer avec la théorie de l'évolution et pour mieux y croire peut-être. Il faudrait aussi faire brûler un peu d'encens devant un arbre phylogénétique pour mieux ressentir le lien sacré de l'évolution. Une rue, un jardin, un balcon. Regardez, voyez les formes de vie qui vous entourent et essayez d'en faire l'expérience avec le corps. Un chat sur un trottoir, un chien sur son coussin, une mouche au plafond, une araignée dans un coin de pièce, une limace sur le goudron, un papillon sur une fleur, et puis la fleur, un arbre, un brin d'herbe. Regardez-les pour de vrai et ressentez avec le corps que la seule chose qui vous différencie, c'est que vos ancêtres ont suivi des chemins différents. Mais qu'en remontant assez loin, nous avons absolument tous le même papy. Nous ne sommes entourés, littéralement, que des membres de notre gigantesque famille. C'est ça, connectez-vous au grand tout, fusionnez spirituellement avec tous vos cousins mutants, ne faites qu'un avec toute votre famille qui vous entoure. On se croirait dans une session New Age, ces sectes où les gourous répètent en boucle que tout est énergie, que nous sommes tous reliés, que l'univers nous guide, que Dieu n'existe pas, mais que nous sommes tous une part du divin, du grand tout, d'une grande énergie cosmique de laquelle on ferait tous partie. Et une fois que vous serez bien convaincus de tout ça, il ne vous restera plus qu'à retourner dans la jungle, vous battre pour survivre et pour vous occuper de satisfaire vos besoins primaires comme tous vos cousins les animaux de l'évolution, sans trop vous poser de questions, Laissez ça à la science, tenez-vous à votre place, une existence insignifiante, née du hasard, fruit de milliards d'erreurs non désirées, fruit de milliards de mutations chaotiques et de combats acharnés pour la survie. Et ne venez pas vous plaindre d'injustice ou de quoi que ce soit de moral dans la société. Car dans ce monde de l'évolution, la morale n'existe pas par essence. Le bien et le mal sont des inventions humaines pour organiser la vie dans la tribu. On se demande bien d'ailleurs d'où viennent les penchants de bien et de mal dans l'homme selon l'évolution. Dans ce monde gouverné par l'évolution, rien n'a de sens. La morale absolue n'existe pas puisque tout est le fruit du hasard et du néant. Vous pouvez alors mentir, voler, tromper, envier et même pire, qu'importe, vous pouvez écraser les autres pour réussir. C'est le fonctionnement du monde de l'évolution. Que le plus fort gagne, c'est comme ça que ça marche. Et si vous êtes les victimes, qu'est-ce que vous voulez, c'est la loi de la jungle. Il faut bien des proies pour nourrir les prédateurs. La sélection naturelle triera les meilleurs d'entre nous. Dans ce monde évolutionniste athée, il ne peut y avoir aucune morale de toute façon, parce qu'après la mort, c'est l'écran noir. Pas de jugement, pas de paradis ni d'enfer. Alors à quoi bon se retenir de faire tout ce qu'on veut ici-bas, puisqu'après il n'y a plus rien ? Il faut profiter tant qu'on peut. Si la morale n'existe pas, tout est permis. Si vous ne vous faites pas choper, vous n'avez de compte à rendre à personne. Et finalement, c'est ainsi que vivaient vos ancêtres, les animaux. Tuer pour survivre. Manger les œufs de ses congénères. Et je vous parle de ça en connaissance de cause, car moi-même, avant d'être croyante, j'étais athée et mollement évolutionniste, un peu comme tout le monde.
pensant que rien n'avait de sens. Et c'est justement la découverte du mensonge de l'évolution qui m'a menée à Dieu. Mais avant, j'étais une véritable athée, pensant qu'il n'y avait aucun jugement après la mort, et pensant que j'étais le fruit du hasard et du Big Bang, un micro-milliardième de poussière dans l'espace infini d'une Terre qui se serait auto-créée par hasard par un coup de chance. Un animal en cours d'évolution. Et du coup, je faisais tout ce que j'avais envie de faire, donc profiter de la vie au maximum, quitte à écraser les autres. Je me fichais bien des lois et des codes. Pourquoi obéir à qui que ce soit dans cette jungle ? La vie est si courte, alors pourquoi ne pas faire tout ce que je veux ? Pourquoi ceux qui prétendent m'interdire quelque chose seraient plus légitimes que moi pour le faire ? Combien de fois j'ai fini au poste de police ? Combien de fois j'ai poussé mes parents à bout ? Combien de mal j'ai fait autour de moi ? J'ai volé, j'ai menti, j'ai trompé, j'ai manipulé. Je peux pas tout raconter ici sur YouTube, mais je suis allée très loin. Parce que pour moi, la vie était un jeu où chacun vivait selon sa propre loi, pour vivre selon ses propres désirs et ses propres intérêts. Mais maintenant, je connais la vérité. Je sais que nous ne sommes pas des animaux en cours d'évolution, mais des êtres humains, créés tels quels, par un créateur intelligent, qui a créé toute vie selon son espèce, et que tout ce qui nous entoure vient de sa volonté. Et depuis que j'ai compris tout ça, ma vie a complètement changé. Je ne souhaite plus faire le mal, car Dieu nous a fait pour le bien, et le mal mène à la perdition. Je vis maintenant avec gratitude envers lui, admirant sans cesse les merveilles ingénieuses qu'il a produites. Comme l'a dit Jésus, la vérité vous rendra libre. Et c'est exactement ça. Depuis que je connais la vérité, je suis libérée de la prison mentale du monde qui me maintenait dans l'ignorance et dans ce rôle de proie ou de prédateur selon les circonstances. Et j'ai découvert un monde infiniment riche de sens, de beauté, d'amour, de vérité, et je sais enfin d'où je viens et où je veux aller. Et ce qui est fantastique, c'est que ce chemin vers Dieu n'a pas de fin. Plus on avance, plus on découvre la profondeur de la beauté, de l'amour, du sens de la vie, de la nature humaine, de la justice, de la joie, de la paix, de la vraie science, de la sagesse, de la prière, de l'âme, de la véritable histoire de l'humanité et des véritables origines de la vie, qui a été créée par un être vivant et intelligent, donc par Dieu, comme le raconte le récit de la Genèse. Ce qui confirme parfaitement la conclusion de la loi de la biogénèse de Pasteur: la vie ne peut provenir que de la vie. La science confirme Dieu. La fin de cette vidéo est très belle. Alors au lieu de regarder ces magnifiques animaux tels que l'auteur vous les présente, donc comme des mutants en cours d'évolution vers une version plus performante et utilitaire d'eux-mêmes pour la survie, je vous invite à les regarder tels qu'ils sont réellement. Chaque espèce, chaque couleur, chaque motif, chaque particularité comme ayant été désirée, pensée et créée par Dieu avec soin. Tout dans la création reflète l'inventivité infinie de Dieu. Les fleurs aux parfums subtils qui éveillent nos sens, les arbres qui nous offrent de l'ombre et des fruits, les herbes médicinales qui soignent, les jeux de lumière et d'ombre, de chaleur et de fraîcheur, les jungles luxuriantes, les océans profonds, les déserts arides, les campagnes nordiques, les plages paradisiaques, les montagnes enneigées, l'eau, le goût des noix, la texture des mangues, la beauté des animaux, les abeilles qui nous régalent de miel et qui sont, comme les fourmis ou le corail, indispensables à l'équilibre et à la beauté du monde. Le chant des oiseaux, la fidélité des chiens, les micro-organismes du monde de l'infiniment petit, chacun à leur place dans un écosystème ordonné et harmonieux. En contemplant la nature ainsi, nous découvrons non seulement sa beauté, mais aussi son sens caché, un appel à admirer et respecter toutes ces créatures qui nous entourent et dont nous faisons partie, et à remercier notre Créateur pour le monde merveilleux qu'il nous a donné. Toute la création parle un langage silencieux d'amour et nous offre un spectacle quotidien de sagesse et de beauté, destiné à émerveiller l'homme et à lui faire lever les yeux
vers celui qui nous a tant aimés, Dieu. Et voilà, cette série de vidéos prend fin. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oublie pas de liker et de t'abonner et clique bien sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt!